et au moins de vue, vous me connaissez aussi. Denis Gillet a fait une introduction magnifique, ce qui fait que mon exposé va se réduire à 5 minutes, hein, puisque pour respecter tous les temps, il n'y a plus que ça. Bon, je vais essayer un peu de vous initier, non pas au sens propre du terme, mais vous brosser le portrait de ce qu'on appelle l'analyse des données, qui consiste à essayer, avec une masse de données, de trouver ce qu'il y a dedans, sans forcément chercher l'individu particulier ou la propriété particulière. Hein. Donc, et pour ça, ce sont des méthodes qui sont relativement puissantes, qui sont faites pour ce genre de choses. Alors, il y en a deux essentiellement. Ce qu'on appelle l'analyse des correspondances et la classification ascendante hiérarchique, dont peut-être certainement le Mout a dû entendre parler, mais d'autres aussi, probablement parmi vous, ont entendu parler. Alors, en fait, bon, l'instrumentation, l'astrophysique, je passe. Le but de l'analyse des données, c'est de mettre en œuvre certaines lumières pour rendre aux deux courants, l'instrumentation et l'astrophysique, leurs produits, mais vus d'une façon différente. Hein? Et donc, rapportant les images qui sont la réflexion la plus précise pour l'analyse de données. C'est-à-dire, on peut, à partir des observations que vous nous donnez, vous dire, voilà ce que l'on voit, et si vous me dites, vous, mais ça, comment je peux retrouver ma donnée? J'ai une petite formule qui permet de remonter en arrière. Donc rien n'est perdu, mais rien n'est créé. Simplement, c'est une réorganisation dans un autre espace mathématique, et donc derrière un peu mental aussi, parce qu'il faut voir différemment que la façon dont on utilise la spectrométrie usuelle dans le domaine de l'astrophysique ou dans d'autres domaines de l'astrophysique. Alors en fait, au départ, c'est jouer avec des nombres. C'est merveilleux, les nombres, parce que leur qualité, c'est qu'ils sont redoutablement exacts, précis, mais ils ne peuvent être falsifiés non plus. Et par contre, leur gros défaut, c'est que ce sont des innocents. Les nombres sont innocents tant que vous êtes sans dimension et sans unité. À partir du moment où vous mettez des unités, vous tombez dans ce qu'on appelle la corruption, c'est-à-dire tout peut être dit, tout peut être... La corruption, c'est-à-dire la dégradation, pas la corruption financière, hein, la corruption de l'individu, c'est-à-dire, en fait, la fin, la mort. Hein. Bon. Donc, et puis, donc, sujet au marchandage et à la spéculation. Alors, on passe... Ça, c'est un exemple d'une partie de sortie que j'avais donnée l'an dernier ici, où on voit quelques raies spectrales, mais alors, vous voyez qu'on ne les voit pas du tout de la même façon que d'habitude. En l'occurrence, vous partez là de... ça, c'est H-alpha, hein, là. Là, c'est le doublet du sodium. Là, c'est le vert, c'est H-bêta. Et là, quelque part, voilà, ça, ces deux raies sont H-gamma, H-delta. Puis là-bas, c'est une raie qui est au bout du côté des 4000 angstroms. Vous voyez, c'est tout à fait... On est dans le bleu plus loin que H-gamma, H-delta. Alors, bon, je passe rapidement. Alors, la méthodologie, c'est un peu la... Alors là, on part de la tradition, c'est-à-dire les usages. Voilà, ça, c'est des choses que l'on connaît. C'est un paquet de spectres superposés les uns au-dessus des autres. Que ce soit de la même étoile ou de deux étoiles différentes, on voit, il y a des choses qui sont communes comme... zut, excusez-moi, je suis passé plus vite. Là, il faut que je m'habitue à l'engin. Voilà. Ça, c'est l'arrêt, normalement, c'est alpha, H-alpha, voilà, c'est H-alpha. Hein, et puis, vous voyez qu'il y a des choses là, on reconnaît... Hein, des raies dites atmosphériques hein, ou autres, je pense que c'est ça. Ici, dans l'outil que j'utilise, j'ai tout centré sur H-alpha. Et en fait, les raies telluriques, fatalement, comme elles appartiennent à la Terre, se déplacent, puisqu'en fait, je me suis mis dans le référentiel de H-alpha de l'étoile. Donc, fatalement, ça se déplace. Mais en l'occurrence, si je m'étais mis sur le référentiel de la Terre, ce pic, si vous voulez, tout serait décalé comme ça, probablement, hein, et ainsi de suite, de toute façon, à ce que ce qui sont les raies atmosphériques se calent sur les raies qui leur correspondent. Et il me faut la baguette, là, pour... Hop. Alors, on passe à la suite. La suite... Ah oui, alors, donc, dans tout ce business, qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est? La question qu'on se pose, c'est quoi? En somme, c'est qu'est-ce qui permet d'affirmer ou pas que ce ne sont que des artefacts ou des réalités? Un des derniers courriers de Denis Gillet, ici présent, coupable, m'a dit « Est-ce que tu reconnais quelque chose là? Où est l'artefact? Est-ce qu'il y a un artefact ou pas ?» J'ai dit « Moi, je fais ma cuisine, et puis après, c'est toi qui juges. » J'ai fait ma cuisine, je ne sais pas ce qu'il en a fait. De toute façon, il ne répond jamais, alors donc je ne m'en inquiète pas. Et en l'occurrence, vous voyez que, alors c'est peut-être difficilement visible, mais
Par exemple, là, il y a un petit pic, là, hein, comme dédoublé pratiquement dans le bleu, là, cette flèche-là. Là, il y a tout ce plat. Vous voyez, là, il y a un plat. Hein, ce plat-là, comme si on avait pris une paire de ciseaux, tchic, 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 on l'a rasé, là. Plac, 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 plac. Donc, ce sont des choses qui existent dans le monde de la spectrométrie. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut, mais je peux vous dire que ça ne me gêne pas. Alors là, vous allez dire, ça ne me gêne pas, d'accord. Et puis tout ce truc qui va de travers là, hein, parce que les raies, là, on les voit les unes derrière les autres, et puis tout se décale tout doucement vers la droite là. Là, en l'occurrence, vous voyez que il y a ces deux traits en rouge là et ces deux traits en rouge là. En fait, ce que j'ai fait, j'ai calé tous ces spectres, je les ai calés sur ces 4 raies atmosphériques, enfin, ce qu'on appelle atmosphérique. Hein, je passe sur le fait que ce soit vraiment atmosphérique ou tellurique ou zodiacal, c'est, disons, classé RT. Bon. Donc, à partir du moment où, là, on est dans le référentiel de la Terre, eh bien, on constate, ce que l'on constate banalement, c'est que la raie H-alpha qui appartient à l'étoile, on est quasiment sûr, eh bien, elle se déplace. Ce sont des informations. Nous sommes toujours dans la tradition. Hein. Suivez mon regard, là. Alors maintenant, mon problème par rapport à la production, c'est que un spectre, moi, ça ne me remplit pas le trou que j'ai dans la dent. À partir de 10 spectres, je commence à dire, je les vois. 100 spectres, je dis, ah, il y a peut-être quelque chose. 1000 spectres, je dis, tiens, on va travailler. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même vision du monde. Et en l'occurrence, j'ai traité 5468 étoiles en un coup. 5468 spectres de 263 étoiles. Donc simplement, je les ai choisis comment? Par le fait que chacune a été mesurée au moins 9 fois, et plus. Ça va de 9 à 122. Et j'ai tiré ça de Elodie, des données Elodie de Mayor. Et puis, un jour, Denis Gillet me dit, ça va être rendre fou, là, c'est un truc qui va être... Je dis, d'accord, on était avec Hubert que j'ai vu là tout à l'heure, je ne sais plus où il est. Enfin bref, il travaillait avec... Et je dis, bon, pourquoi pas? Devenir fou, c'est jamais que des données, hein, ça ne va pas aller loin. Et alors du coup, c'est comme ça que j'ai découvert qu'une dame qui s'appelle Madame Chadid a travaillé sur RR Lyrae avec Elodie et qu'elle a mesuré un peu plus de 1100 spectres sur plusieurs soirées, en fait 35 soirées. Et tout ça, elle a fait sa cuisine avec Gillet, ils en ont tiré ce qu'ils ont tiré. Moi, pour moi, c'est des données, ça ne va pas plus loin. Je continue. C'est quoi un spectre maintenant? Grosse question. Un spectre, c'est quoi? Est-ce que c'est des photons? Est-ce que c'est des nombres? Est-ce que c'est des ordres? Bon, c'est peut-être des raies, des étoiles ou des circonstances de mesure. Pourquoi pas? Tout ça, ce sont des choses qui, pour moi, c'est mélangé, tout ça. Moi, je n'ai pas à trier là-dedans, je n'ai pas à mettre mon nez même là-dedans. Enfin, je suis quand même bien obligé de constater que parfois, il faut que j'aille plus loin. Et aller plus loin, c'est par exemple pour ce nom déclaré, le nom HD 058 830, dans les données de Mayor, je crois, voilà, c'est ça, de Mayor, c'est le même nom là. Mais là, vous avez des dates qui correspondent à 1900, et puis parfois à 1858, d'accord, c'est pas la même étoile. Mais enfin, dans les spectres d'Élodie, il y a 1858, hein, date de mesure. Je dis, Élodie est précoce. Quoi qu'il en soit, mais il y a aussi ça. Hein? Ascension droite, je crois, là, ou déclinaison, je ne sais pas, ascension droite, déclinaison, peut-être dans l'ordre ou dans le désordre, je ne sais pas. Hein? À 7, 28, 35, et puis là, à 7, 25, 49 pour le même nom. Je dis, ok, c'est les astrophysiciens, c'est pas mon business. Mais enfin, je suis quand même bien obligé de regarder. Et si je regarde, quand je renvoie ça, que c'est une claque dans la gueule de gens qui m'ont envoyé, c'est pas mon problème, c'est le leur. S'ils ne savent pas regarder, faire leur autocritique, c'est pas mon problème. Regardons alors peut-être un bout de spectre, soyons modestes. Quand on devient modeste, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple des choses comme ça, qui sont en fait, c'est quoi? C'est, vous travaillez avec des spectres, des réseaux, qui sont des réseaux en échelle. Donc ils ont des bords, parce que l'échelle, effectivement, chaque barreau a ses bornes. Et un problème qui n'est pas très grave pour moi, mais qui intellectuellement est une préoccupation, c'est qu'on trouve des choses comme ça, que j'ai trouvées innombrables.
Il n'y a pas 10% de spectres dans les 19 400 que j'ai téléchargés qui n'ont pas ça. Pratiquement tous ont ça. Qui sont ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça des solutions de continuité. C'est-à-dire que la continuité entre un ordre et l'autre, je ne veux pas dire qu'elle a été mal faite, mais elle a été mal surveillée. Elle a été faite, mais mal surveillée. Donc on a ressoudé les morceaux, mais il y a eu cet effet, mais qui est un effet pervers, parce que ça, si vous faites un peu de maths, vous faites des produits de convolution, vous allez voir que vous filtrez ça par un produit de convolution, ça vous donne une belle gaussienne. C'est-à-dire que ça, ce machin-là, qui est hyper étroit, hyper pointu, hyper long, se transforme en quelque chose qui est comme ça. Ce qui donc vous introduit une information qui n'existait pas. Là, quelque part, il faut surveiller ça aussi, hein, parce qu'on est en train d'introduire des choses qui n'appartiennent pas aux données. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fabrique un détecteur d'impulsion qui va... Alors ça, c'est le pointillé. Le détecteur d'impulsion s'est positionné sur là où il a vu une impulsion. Et puis, on l'a réglé pour qu'il tronque, qu'il coupe, et qu'il ressoude les morceaux de façon un peu plus propre. Mais lui ne soude pas tout seul les morceaux. Il faut lui avoir donné déjà des choses qui ont été raboutées, mais dans lesquelles il y a des défauts. Donc du coup, voilà, alors on n'a plus le grand pic ici, il ne reste plus que ce petit trognon. Et là, il n'y a plus rien du tout pratiquement. Hein. Ici, là, sur le pointillé, vous voyez que là, vous êtes en continuité parfaite. Donc ce sont des choses que moi, honnêtement, je ne peux pas laisser passer. Entre vous et moi, l'analyse de données s'en fout de ça, parce qu'elle passe au-dessus. Elle ne les voit même pas, parce qu'elles sont avalées. Mais je dirais, éthiquement, dans mon domaine, je suis obligé de rapporter ça au professionnel qui me dit « regarde ce qu'il y a dedans ». Je dis « voilà ce que je vois dedans ». Maintenant, si ça ne lui plaît pas, c'est autre chose. On va plus loin. Quand on tronque comme ça, vous êtes familier de ces grands machins-là, qui sont des rayons cosmiques. Il y en a un là, hein, mais c'est le même spectre, c'est le bleu. Et puis il y en a un petit là. Donc vous tronquez là, ce sont des impulsions que vous voulez éliminer. Dès que vous tronquez, vous voyez que, je ne veux pas dire le rapport signal-bruit, mais ça peut parfois toucher le rapport signal-bruit. Le profil n'est pas du tout changé, mais la dynamique a changé. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez dans une situation où vous avez du maximum au minimum 1, donc vous ramenez tout à 1. Quand vous tronquez le bleu là, ce grand machin bleu, eh bien tout grimpe. Hein, toute cette partie, vous voyez qu'elle a grimpé là, et ça vous donne ce spectre-là. Vous n'êtes plus du tout... Vous voyez que la raie rouge, là, la raie H-alpha qui est là en rouge, elle est devenue de cette profondeur-là, alors qu'elle n'était que de cette profondeur. Donc vous voyez que parfois c'est vraiment important parce que ça vous amène un gain de dynamique assez intéressant. On avance. Ah, alors, maintenant nous avions un spectre avec une tartine de raie. Un spectre de Élodie, à titre d'exemple, peut avoir jusqu'à, en gros, à peu près 32 000 raies. On dit 32 000 raies, j'ai jamais vu de gidon, c'est potentiel, c'est possible. Parce que tous les 2 pixels, vous pouvez avoir une raie. Plus le dernier pixel, c'est-à-dire 2 est remonté avec le 3e pixel. Mais quand vous êtes remonté, vous redescendez parce que vous vous servez de support celui-là. Donc ça fait au moins la moitié du nombre de pixels que vous avez, c'est-à-dire pour Élodie, c'est 65 000, donc ça fait 32 500, et ça vous fait 32 499 raies possibles. 32 000, alors, hein, quand on joue avec une raie, ou 2 raies, ou 10 raies, ou 1000 raies, 32 000, on est beaucoup plus loin que ça. Mais c'est la réalité des données. Alors voilà un grand machin. On a tronqué ici. Voilà le détecteur d'impulsion qui vous a donné des raies où il a trouvé des impulsions, mais là on ne les voit pas parce que tout est tellement tassé qu'on ne les voit pas. Et une fois qu'on les tronque, ça donne le rouge. Vous voyez qu'en fait, on n'est pas très loin de l'original. Mais c'est quand même, je dirais, c'est une question d'esthétique et d'honnêteté intellectuelle. On admet que ces rayons cosmiques, il faut les éliminer, on les élimine le plus proprement possible, et en fait, on se rend compte qu'on ne modifie pas grand-chose. Mais enfin, on l'a fait, et c'est plus clean. Pour les physiciens. Parce que pour moi, je marche dessus à pieds joints et je continue. Voilà des possibilités de raies. Les petits traits rosés là, ce sont des possibilités de raies d'absorption. Je ne parle pas des raies en émission, des raies d'absorption. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Si on fait des bilans, là, on rentre dans la notion de rapport signal-bruit, par exemple. Hein, si on considère qu'une raie peut avoir 1% de l'amplitude maximale possible des données, vous avez 8740 extrémas qui sont peut-être des raies. Si vous prenez 5%, on vous dit « oui, non, mais 1% c'est trop petit, c'est trop mesquin, il y en a trop, je me mets à 5%. » Il n'y en a plus que 3500.
ça ne fait plus du tout la même chose. Mais alors, en fait, de 4800 à 2668, la différence, 2152 récits, ce sont des éléments. Hein, parce que derrière, il n'y a pas que ça. C'est qu'après, vous allez dire, il y a du Fe1, il y a du H1, il y a du machin, il y a du truc, du sodium, du potassium, du césium, du calcium et compagnie. Il faut les compter, tout ça. Alors, ou on les perd, et à ce moment, ce n'est pas la peine d'en parler, ou alors on essaye de chercher à les réutiliser. Alors, ah oui, amplitude signal bruit, voilà. Il peut y avoir un signal utile noyé dans le bruit en quantité inconnue et qu'en bonne logique, il faudrait exhumer pour l'identifier. Alors oui, mais c'est le problème des gens qui travaillent avec la notion de bruit, c'est qu'ils savent que le bruit n'est pas du bruit, c'est un signal. Mais on ne sait pas quoi en faire. Alors, qu'est-ce qu'on sait si on ne sait pas quoi en faire? Alors, où on fout le tout en vrac, c'est encore l'histoire d'eau, de bébé et de bain, c'est-à-dire qu'on fout, hein, on balance l'eau, le tub et le bébé avec. Ce sont des raies qui étaient cachées, qui sont partis. Alors, dans les deux tableaux qui vont suivre, vous avez, effectivement, bon, je passe là-dessus, vous avez deux exemples où, effectivement, ça c'est à 1%. Vous avez identifié 1766 raies potentielles. J'ai réduit parce que j'ai filtré, j'ai fait de la cuisine pour réduire un peu, mais en fait, on aurait pu tout garder, ce n'est pas un problème. Et là, avec 5%, vous constatez que, par exemple, là, ils sont triés par ordre de... voilà, par ordre... Alors, là encore, on a une bande passante, on a des raies. Vous me dites, je regarde les raies du fer. Mais vous regardez, vous comptez, j'ai 23 raies de fer, ça me fait beaucoup, c'est bien, c'est intéressant. Mais ça n'a aucun sens. 23 raies de fer, combien il y en a dans la bande passante? Il y en a 4212. Donc 23 sur 4212, ça devient négligeable. Enfin, entre parenthèses. Donc c'est trié dans ce sens-là. Hein. La somme sur la bande passante. Hein. Combien il y en a dans la bande passante? Vous voyez qu'en fait, c'est toujours faible. 0,29, 0,23, 0,14%. Enfin, ça, c'est les pourcentages. Dans la bande passante, il y en a de Fe1, 2087, il n'y en a que 605 qui ont été détectés à 1%. Si vous mettez là, 2087 bien entendu, mais que 492, beaucoup moins, et ainsi de suite. Enfin, ça permet quand même d'avoir une idée. Et puis vous voyez que Fe1, titane 1, scandium, chrome, néon, même si ce sont des raies interdites, enfin, ou des raies non physiquement possibles, parce qu'avec des écarts en électronvolts non recevables dans le domaine de température dans lequel on est, à ce moment, il suffit de les gommer. Mais enfin, la machine, elle calcule. Hein. Alors, si le physicien dit « Ok, je ne veux pas admettre hein, le néon dans la liste des éléments potentiellement reconnaissables », à ce moment, simplement, la raie néon est biffée, et puis éventuellement, quelque chose d'autre se replace dans les endroits où était la raie du néon. Avançons. Ça, c'est la même chose, mais trié dans l'ordre de... Ah non, là c'est dans l'ordre de... Pardon, là, tout à l'heure c'était un autre tri. Là c'est dans l'ordre du rapport signal... pas de signal, du rapport d'existence dans la bande passante. Alors là, il n'y a qu'une raie dans la bande passante, elle a été détectée. Bon, arsenic 3, passons. Enfin, quand on regarde là où il y a des effectifs un peu plus importants, en titane 2, il y a 31 raies, il y en a 20 qui ont été détectées, c'est quand même 2 tiers, c'est un bon rapport ça. Hein, le titane 2, il est pas mal là-dedans. Et ainsi de suite. Vous voyez que le fer, lui, est à 1 tiers à peu près. Mais avant le fer, vous avez calcium 1 qui est déjà à 60 environ, hein, 59. Vous en avez détecté 21. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que quand vous savez que vous travaillez à peu près 5 centièmes d'angstrom, bon, on avance. Alors, maintenant, c'est quoi une raie? Une raie, si on est des novices, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça peut être quelque chose comme ça aussi. Ça monte ou ça descend. Ce n'est pas obligé que ce soit simplement en absorption. Ça peut être ce petit machin, là, tout petit zizi. Ça peut être pire encore. Ça peut être ce petit ergot, là, qui est machin. Là. Justement, j'ai mis cet exemple parce que Gilles m'avait envoyé un petit machin, une petite virgule dans un coin. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. À quoi ça sert, hein, ces machins? Eh bien, ça sert à mesurer tous les petits machins, là, les traits rouges horizontaux, là, vous voyez des petites croix avec le trait rouge horizontal. C'est ce que beaucoup savent de vous, enfin, parmi vous, ça s'appelle full width at half maximum, hein, la largeur, en français, la largeur mi-hauteur. On mesure ça, et c'est un critère. Pourquoi on mesure ça? Qui le sait, qui ne le sait pas? Moi, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous en rapporter, c'est que quand on les mesure tous,
Parce que je mesure sur H-alpha, pourquoi pas H-bêta, H-gamma, et pourquoi pas le sodium, et pourquoi pas le calcium, et pourquoi pas le titane, etc. Mais moi, j'ai pris la politique de les mesurer tous. Et je ne me casse pas la tête, je les mesure tous. Et j'en obtiens, si je filtre à 5%, disons, je dis qu'une raie est admissible à 5% de la hauteur totale, j'en ai 1586. Si je suis à 1%, j'en ai 2800, à 1,5%, j'en ai 3500, et ainsi de suite. Et à la fin, sans aucun seuil, je prends tout, j'en ai 5484. Mais là, en plus, j'ai filtré. Si je ne le filtre plus, j'en ai 11 000. Donc vous voyez qu'en fait, la notion de raie est très fluctuante et très fluide. Elle va, elle vient. Oui, ma raie, qu'est-ce que c'est qu'une raie? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ça aussi, parce que, ayant fait ces calculs, vous pouvez voir que si vous faites la distribution, voilà les mi-hauteurs. Ça, ce sont les mi-hauteurs, c'est half maximum. Hein. Vous les mettez par classe. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Et puis, voilà les full widths, les largeurs. Hein. Vous voyez que, bizarrement, dans les largeurs, ça c'est les plus petites largeurs, vous en avez 914, c'est les petits machins qui sont hyper étroits, c'est les petits microbes qui traînent là-dedans. Mais si vous suivez dans l'ordre ce que vous avez fait, vous avez demandé en 13 classes, et bien là vous remarquez que 914, ça décroît à 500, 113, 195, tiens, 113 c'est remonté, 195. Et 250, c'est à regrimper nettement. Et puis là, se chute à 84 pour remonter à 142, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Dans les largeurs à mi-hauteur, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le FWHM. Vous voyez qu'il y a quand même. Ici, on pourrait dire quelque chose, un pic, 195-257, un creux, et puis ça regrimpe, puis après ça chute. Et en fait, c'est quoi? Ce sont ces deux colonnes-là. Vous avez en fait deux classes de raies, c'est-à-dire vous voulez calculer des vitesses radiales, vous voulez calculer des vitesses thermiques, vous voulez calculer n'importe quoi, enfin tout ce que... Si vous n'utilisez qu'une seule raie, vous êtes dans un biais. Si vous utilisez toutes, vous vous rendez compte qu'il y a deux phénomènes sous-jacents à ce que vous mesurez, le FWHM en l'occurrence, hein, qui sont, il y a une série qui a un FWHM de temps et l'autre qui a temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Deux vitesses thermiques différentes, etc. Toutes les questions se posent. Alors, alors là, je vais vexer beaucoup de monde probablement. Hein, ne se préoccuper que l'arrêt H-alpha laisse le sentiment que c'est un peu comme vouloir parler du corps humain en ne pesant que l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Eh bien, on le fout à la poubelle. Avec le bébé, l'eau du bain et le reste. H-alpha, c'est qu'un petit machin pétard, mais il y a tout le reste. Il y en a 8000. H-alpha, c'est important, oui. La nature, les étoiles sont formées d'hydrogène un maximum. D'accord. Et le reste, ce qui donne le goût à l'étoile, ce qui donne le goût à l'homme, ce n'est pas son eau. Son eau, moi, c'est 90 kg, lui, c'est 80 kg, etc. On a tous de l'eau. Mais ce qui fait notre personnalité, ce n'est pas du tout l'eau. C'est ce qui fait le reste. C'est le reste qui commence à donner la personnalité à l'étoile, parce que les étoiles ont une personnalité, la preuve. Nous allons voir. Ah, je vous passe sur le dernier paragraphe qui est mignon. Vous voulez le lire? Dites non. Très bien, vous avez dit non. Si on peut lui... Ah, alors c'est là aussi. Alors, on était dans un spectre, donc il faut regarder des spectres. Alors, ça, je vous le laisse lire, ça. C'est parce que c'est une belle tirade que j'ai faite. En pensant à un Italien, le pauvre, il est passé sur un bûcher. Hein? Giordano Bruno. Hein? Etc. Allez hop. Et ils l'ont passé à la casserole. Donc il faut aller à la pêche ou chercher ce qu'il y a de vrai dans toutes ces données. Alors on avance, et on n'est pas encore dans les données, on est dans les prémices. Vous voyez, c'est aujourd'hui ça, nous sommes encore aujourd'hui. Considération sur la multiplicité et la diversité des spectres étudiés et sur les résultats exposés. Là, derrière, c'est un peu de la philosophie, je suis désolé d'en faire, parce que de dire, hein, le dit sur les êtres et les choses, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il donne? C'est qu'on cherche les propriétés communes et on cherche ce qui ne ressemble pas, qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre, ou dans celui-là et pas dans l'autre. C'est l'essentiel de tout travail intellectuel. Qu'il soit en biologie, en astrophysique, en physique, en psychologie, en ce que vous voulez, littérature et autres, c'est toujours ça. On n'échappe pas, parce que c'est la nature de l'homme que de reconnaître que ça ressemble à ça. Et chez celui-là, il a une cravate rouge, celui-là, il a une cravate bleue. Les deux ont une cravate d'accord, mais celui-là, il est rouge et il est bleu, donc ça ne se ressemble plus. Ah, ça, cette phrase aussi.
Hein, si les principes des nombres sont admis et les constats, ce que l'on constate tous ensemble, respectés, ils nous laisseront tous devant l'impossibilité d'un désaccord. Si on est honnête, qu'on est d'accord, là j'ai vu ça, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, oui. Là, tous les constats, on admet les mêmes choses, donc on ne peut pas ne pas être d'accord. C'est la fatalité des nombres, c'est la puissance des nombres aussi. Ah, alors, pourquoi Giordano Bruno? Parce que là, ce spectre-là que vous voyez, c'est deux fois le même spectre, hein, l'un qui est lissé et l'autre pas lissé. En l'occurrence, l'un est le barycentre de l'autre, mais l'un est filtré et pas l'autre. Et vous voyez qu'en fait, ils se ressemblent mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et là, s'il y a 5468 spectres en même temps, vous imaginez que vous avez des finesses à 0,2 angstrom qui sont comme ça, là. Hein, et ça, on ne peut pas le confondre avec celui-là ni avec celui-là. Et puis vous avez, si vous regardez un peu plus loin, vous avez aussi, regardez ces deux raies-là, de différentes étoiles, prises à différents moments. Elle continue d'exister, c'est qu'elle a du sens. Et c'est une des raies du fer, de même que la petite ici qui traîne. Ah, elle est sortie en dehors du champ. Vous voyez, elle est en bordure là. Et voilà, les raies qui ont servi d'étalonnage, ce sont celles-là. Deux du sodium ici, qui sont à 5680, un peu moins de 83, et les deux raies classiques du doublé du sodium, hein, à 5885 ou 90, c'est par là. Alors, ça, c'est dire que, quand même, ce n'est pas forcément dénué de sens de chercher le centre de gravité de milliers d'étoiles. Parce que, quelque part, elles se ressemblent, elles ont des propriétés communes. Alors, qu'est-ce qui peut différencier des étoiles? Pour le moment, avant de voir plus loin, là, on a regardé du côté de ces raies vers 5000 angstroms. Mais si on regarde dans le bleu, parce qu'on sait que dans le bleu, c'est souvent critique, on sait qu'il y a des raies qui sont très proches les unes des autres, des doublés qui sont très, très proches. Effectivement, si vous regardez, là, vous avez, par exemple, hein, une double raie qui est là, de ce coin-là, qui est une double raie du fer. Hein. Alors, elle est un peu à côté, mais parfois, là, il y a des choses très critiques et qui, en fait, ont été gommées, probablement, parce qu'on est dans une partie du spectre qui est où les fluctuations sont très difficiles à cerner, hein, du fait que la résolution spectrale a changé. Mais ça, c'est dû à l'instrumentation, on ne peut pas grand-chose à ça, contre ça. On avance. Ah oui, alors ça encore, on n'est que dans un seul spectre, mais de plusieurs. Mais quand on les prend un à un, ça donne ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça, c'est une soirée de RR Lyrae en cette date. Hein, RR Lyrae, la nuit du 30 mai 97, 26 spectres ont été mesurés. Ici, Élodie, voilà les 26 spectres. On ne peut pas dire que c'est vraiment... Est-ce que c'est la même bestiole? Et c'est la même bestiole, on le sait. Alors là, petite introduction technique. Les deux techniques que j'ai étudiées avec quelqu'un qui n'a pas été le seul, qui a été la cheville ouvrière quand même de la conception de cette vision du monde, ce qu'on appelle. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, chacun peut l'appeler comme il veut. L'analyse des correspondances et la classification ascendante hiérarchique. Donc ça, c'est un peu, pas un panégyrique, mais enfin, c'est dire que c'est ce monsieur qui a commencé en 62 à l'université de Dresde, après Daniel Duguay. Ces deux m'ont fait passer ma thèse à Bordeaux. Ils sont venus me faire passer ma thèse à Bordeaux. Parce que moi, j'avais donné un grand coup de pied dans le panier, puis j'avais dit, je me casse. Enfin bref. Passons. Tout ça, c'est l'historique un peu de la naissance de la technique et de ceux qui l'ont, et des bouquins qui ont été sortis. Mais si vous voulez, on peut avoir une bibliographie. Voilà. Alors, quelque chose d'important, la multiplicité qu'on a vue tout à l'heure, l'analyse des correspondantes, les données suffisent d'en tirer de la substantifique moelle. C'est moi qui le dis, mais vous allez voir qu'il y a peut-être, je n'ai peut-être pas complètement tort. Mais vous allez me demander, mais quels sont, on va voir des axes. Vous allez dire, c'est des lambda peut-être, ou c'est des amplitudes, ou c'est des énergies, ou autre chose. Non, ce sont des axes qui n'ont pas de sens physique au départ. Hein, ils n'en ont pas. Ce sont des axes conceptuels, si vous voulez, en géométrie. Hein, en géométrie, vous dites, voilà, j'ai un axe, ce sont des mètres, oui, ou là, ce sont des dollars, ou des je ne sais pas quoi. En mathématiques, on dit, OK, on a une unité quelconque. Enfin, c'est une unité. Elle est bonne pour tout le monde, là, en l'occurrence.
Alors là, bon, c'est parfait pour en perdre son latin, mais on va commencer par en perdre le grec déjà. Hein. Et pour perdre le grec, on avance. Ça, c'est un bout de sortie d'une analyse des correspondances. En fait, là, je suis obligé de vous faire un peu souffrir. On détermine en gros la variabilité des données, qui est, pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, c'est le Qui2, une des formes du Qui2, et qu'on appelle la trace d'une matrice, indirectement aussi qui a à voir avec la quantité d'informations que peut contenir une matrice, mais la quantité d'informations au sens de la théorie de l'information. Donc ici, vous auriez, si vous sommez toutes ces valeurs-là, vous allez avoir là, ça c'est le pourcentage que ça représente par rapport à la somme de ces valeurs. Vous voyez que 90, etc., vous sommez, vous arrivez, et là c'est le cumul. Là vous avez déjà, si vous prenez les 5 premières, vous avez 97%. Si vous prenez les 10 premières, vous avez 97,8%. Après, là, ça ne croît plus beaucoup. Ça, ce sont des quantités d'informations. Et c'est quoi cette numérotation? Ce sont des dimensions de l'espace. Là, je vous arrache un peu à notre vision 3D. On est dans des espaces multidimensionnels. On l'a changé. Et je vais vous montrer que, en fait, on est beaucoup plus habitué aux espaces multidimensionnels, mais on ne les voit pas comme un espace physique. Ce sont des espaces conceptuels. Ça, c'est encore un bout de la sortie d'une analyse, hein, en l'occurrence. On va passer. Ah oui, non, c'est pas du grec. C'est beaucoup plus simple, c'est du chinois. Le chinois, c'est la notion de distance. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Et puis, la notion de distance euclidienne, et celle du Qui2 est une distance euclidienne. Hein, bon. Passons. Voilà un exemple vraiment de sortie de Elodie. Hein. Voilà les spectres Elodie en question de la base de données de l'OHP. Et ce qu'une analyse là-dessus donne. Hein. Ça c'est un axe d'inertie, ce qu'on appelle un axe d'inertie, ou une dimension de l'espace, là, qui est décrite par 3 caractéristiques de chaque point. Chaque spectre a 3 caractéristiques sur la première dimension. Il a sa coordonnée, il est à 18 unités, hein, sur l'axe. CO2, c'est le cosinus carré, c'est l'angle qu'il forme, ce point-là. Il n'est pas sur l'axe, il forme un angle avec l'axe. Et bien ça, c'est le cosinus carré de l'angle. Et en fait, je vous le dis maintenant, mais c'est à prendre un peu avec des pincettes, mais en gros, c'est très, très voisin quand même. C'est le coefficient de corrélation que ce point a avec l'axe. Et ça, c'est la contribution, c'est-à-dire c'est un problème de pour combien ce spectre a contribué à la formation de cette dimension. Parce que chaque élément amène une contribution à la construction de la dimension de l'espace. Alors on avance. Alors, puisqu'il y a des coordonnées, etc., ah ben voilà. Hein, on peut projeter, on a des coordonnées. Alors on fait un plan, axe 1, axe 2. Axe 1, axe 2, ben voilà. Ça c'est les spectres RR lirés. C'est tous les spectres RR lirés que j'ai collectés, enfin ceux que je peux utiliser, c'est 1098 spectres. Ils sont tous là. Vous voyez que ça c'est des raies qui sont comme ça, avec des points. Ça c'est la raie H alpha, vous voyez qu'elle est biscornue quand même, elle n'est pas comme celle qu'on a vue tout à l'heure, elle est beaucoup plus tordue. Ça c'est la raie, le doublé du sodium, vous voyez qu'en fait, il y en a un qui fait ça, et puis l'autre aussi fait un peu ça, celle qui est la D1 et la D2. La raie H bêta, c'est la verte ici. Passons. Et les petits pointillés là, eh bien c'est le reste. C'est le reste qui forme des raies parce que vous ne les voyez pas, mais ça monte et ça descend là-dedans. Hein. Je n'ai pas tout pris, j'ai pris quelques cas typiques. Et ça, les petits cafards, ce sont les fichiers, enfin, donc les étoiles elles-mêmes, enfin, ou en l'occurrence, c'est X fois la même, mais c'est chacune d'entre elles, elle est là. Donc, alors ça, c'est une autre méthode de la classification ascendante hiérarchique, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a une multitude de raies et une multiplicité de spectres. Comment on s'en tire? Qui est proche de qui est proche de quoi? C'est-à-dire la question qu'on se posait, en quoi se ressemblent-ils et en quoi sont-ils différents? Eh bien, on a des outils qui permettent de calculer ça, c'est la classification ascendante hiérarchique. Il y en a d'autres méthodes de classification, mais enfin, moi, c'est celle que je préfère. Bon, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi, mais je n'aurai pas beaucoup de temps. Plus tard ou à un autre moment. Ça, c'est la classification des 1098 spectres RR lirés, en fonction, vous êtes familier de ça, de la phase psi, donc de Blaschko,
du cycle de Blaschko de 30 jours, ou 39 jours, pardon. Et la phase phi de 13,6 heures. C'est là. Voilà. C'est noté comme ça. Ça, c'est la partie, là, XXX, c'est la partie en millième du cycle de Blaschko. Et YYY, hein, la deuxième valeur, là, c'est la valeur de phi. Par exemple, vous pouvez voir que ici, voilà, soyons faciles, là, vous avez 22 millièmes du cycle. Donc, vous êtes à 2% du cycle de phi. Et vous êtes à, là, 98% pratiquement. Là, 26%. Mais vous savez que c'est un cycle. Donc, 98% est proche de 2%. Hein, donc, vous voyez que ça rassemble quand même les choses qui se ressemblent. Parce que vous êtes à la frontière entre le début du nouveau cycle et la fin du précédent. Alors, ah oui, ça, alors c'est, bon, passons, c'est un peu anecdotique. Voilà, on fait des arbres. Hein. On fait, voilà, vous voyez là, vous avez psi 167, phi 971. Hein, ici, psi, donc vous voyez qu'à peu près c'est le même psi. Là, bon, là, vous êtes en fin de cycle, là, c'est 7%, vous êtes dans le début du suivant. Là, on est encore à peu près au même psi, là. En fait, ce qu'on remarque, vous voyez, 167, 169, 168, 16, 9, 92, 789, on n'est quand même plus dans le même coin. Bon, ça se présente comme un arbre. Hein. C'est facile à lire au bout d'un moment, une fois qu'on est habitué, c'est facile. Mais enfin, c'est très long parce que c'est vraiment, c'est des grands listages. Ah, alors ça va, c'est pas trop stressé? Vous êtes un peu largué, j'espère. J'espère, non? Ah oui. Oui? C'est joli quand même. Non? Bon, on continue. Alors, donc, deux études de cas. Les spectres 5468 de Mayor. Mais là, on va pénétrer dans la viande, dans la chair de la chose. Alors, selon Mayor, là, je suis bien obligé de reconnaître ce qui sont dans les données des fichiers de fiches chargés sous ce nom. C'est la qualité générale et celle de détail, eu égard à la majorité des autres données. C'est-à-dire que là, de ce que j'ai téléchargé, il y en avait à peu près 7000 de Mayor, mais vraiment, ils sont remarquables par rapport à tous les autres. Justement, entre autres, ils ont été bien raboutés. Hein, les ordres entre eux, les ordres qui se suivent ont été vraiment fignolés, quoi. Ça a été bichonné. C'est du travail d'orfèvre ou de... plutôt de... Suisse. Voilà, comment ils font? Les horlogers suisses, voilà, c'est du travail d'horlogerie suisse, quoi. C'est chiadé, hein. Voilà, donc en fait, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je dis, OK, je vais construire un tableau de données qui se conçoit comme ça. J'ai 56 000 lignes qui sont les incréments de spectral et j'ai 5468 colonnes. C'est ça que je vais traiter. Donc je prends en un coup 56 000 lignes qui sont toutes les données spectrales et 5468 colonnes qui sont tous les spectres, toutes les étoiles. Les 268 qui ont donné 5400. Et alors on avance. Donc on va exposer certains résultats. Ça, je vous expliquerai en passant. Voilà ce que ça donne. Ça, ce sont les 56 000 raies spectrales, enfin, ou possibilités de raies spectrales, elles sont là, c'est un foutoir. Hein. On est dans ce qu'on appelle le plan 1-2, j'y reviendrai. Alors, là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'identifiant. Ce n'est pas des étoiles, j'ai mis la valeur de l'arrêt. Là, vous voyez, 6564. Ah, on est dans H-alpha, là. Hein. Tout ça, c'est probablement du H-alpha et salé. Vous voyez que ça fait une drôle de sauterelle, quand même, hein, une espèce de bestiole, pleine de pattes partout. Bon, pire. Ça. Maintenant, on a les valeurs des longueurs d'onde, et ça, ce sont les 5468 étoiles. Elles sont dans ce bleu, elles se bouffent les unes sur les autres, elles se marchent les unes parce que l'identifiant est très long déjà. Hein, vous allez voir que ça va être un peu plus propre derrière. Alors là, j'ai nettoyé, j'ai dit élimine tous les machins, garde-moi juste ça, qui sont les raies de Balmer et le doublé du sodium, dans la bande passante. Et puis garde-moi quand même les étoiles individuellement. Bon, alors ça reste toujours un peu le foutoir, les étoiles. On va plus loin. Eh bien, on a éliminé les étoiles. Voilà. Mais là, j'ai les raies essentielles d'habitude. Enfin, essentielles. Il n'y a pas qu'elles. Il y a des raies du fer, il y a des raies de titane, il y a des raies de tout ce qu'on veut. Enfin, c'est les raies les plus simples, les plus visibles. Quand on regarde un spectre, on tombe là-dessus. Voilà. On avance un peu. Là, j'en ai choisi combien? 23. Voilà. Mais, elles sont là aussi. Hein. Il suffit de dire que, tiens, montre-les-moi. Voilà. Et donc, elles sont là. Et vous allez de l'arrêt H-alpha. Vous voyez que quelque part, sur cette première dimension-là, le plan de la première dimension et de la deuxième dimension, sur cette première dimension, sans du tout avoir posé
la notion d'ordre qu'il y a. Parce que j'ai présenté des spectres 56 000 lignes. J'aurais pu permuter la ligne 25 avec la ligne 4212, la ligne 48 000 avec la ligne 12, etc. J'aurais pu les permuter comme je voudrais, tant que je garde les colonnes dans les mêmes places. Et puis j'aurais pu dire, OK, tout ce bloc de colonnes, tu me le sors, tu me le mets à la fin, puis celui-là, tu le sors d'ici, tu le mets là. Tant que je ne touche pas aux lignes, je sors des blocs de colonnes et de places, et bien ça donnera toujours les mêmes résultats. Donc on est dans ce qu'on appelle une invariance, c'est-à-dire, par permutation, les choses ne bougent pas. Donc c'est quand même un signe de fiabilité essentiel. Je n'ai émis aucune hypothèse quant à l'ordre des nombres qui se suivent, et le système me retrouve l'ordre tout seul. Hein, parce que moi, en fait, qu'est-ce que je fais? Je lui demande de tracer les choses qui sont les unes à côté des autres, mais ça fait ça, l'arrêt H-alpha. Alors que j'avais mis un élément de l'arrêt H-alpha ici, l'autre là, etc., et bien ils se retrouvent tous les uns à côté des autres. Là, alors là, on pénètre, c'est un peu plus technique. On va faire un tout petit peu de mathématiques. Ça, c'est la vision que nous avons traditionnellement. Hein? Donc, c'est l'arrêt H-alpha, que beaucoup d'entre vous ont étudié sur différents domaines. Par rapport à ce diagramme, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, vous voyez, en fait, cette partie descendante, hein, là, vous voyez, ça descend. Ici, il y a, je dirais, vraiment, on entre dans l'arrêt alpha-alpha. Là, on arrive à ce qu'on appelle le point d'inflexion. Hein. Le point d'inflexion, c'est-à-dire quand la tangente traverse la courbe. Je parle un peu de mathématiques, je suis bien obligé. Eh bien, ici, c'est le début. Vous voyez, ici, en fait, là, à l'horizontale, vous êtes ou sur le continuum, ou vous êtes sur une tangente horizontale. Mais descendons. Cette descente, la voilà. Cette descente-là, elle est là. Et en bas, le fond, là, c'est le point d'inflexion. Ce n'est pas le fond de l'arrêt. Vous continuez à descendre, en fait, vous remontez là. Et vous revenez vers ce point-là. Et si vous remontez d'ici, qu'est-ce que hop, vous grimpez là. Et puis, pour finir de remonter, vous redescendez. Et vous avez, c'est la dérivée du flux par rapport à la longueur d'onde. Cette courbe-là, c'est la dérivée de celle-là. En somme, vous trouvez visuellement la vitesse de variation de l'arrêt en fonction de la longueur d'onde. On travaille beaucoup avec la notion de vitesse, c'est fondamental. Et bien vous l'avez là, c'est visuel. Et en plus, non seulement, mais vous avez aussi toute la série des nombres qui vous permettent de mesurer très 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 précisément. Vous voulez le FWHM de l'arrêt H-alpha? Vous mesurez, là, ici, tous ces points, c'est de longueur d'onde. Vous dites, je retranche le numéro de cette longueur d'onde de celle-là, c'est mon FWHM en valeur de lambda. Il n'y a pas besoin d'aller calculer plus loin. Et de toutes les raies, ainsi de suite. Alors ça, c'est la technique de classification ascendante hiérarchique, toujours dans le même plan. J'ai demandé de classer quelles sont les étoiles qui se ressemblent, quelles sont celles qui ne se ressemblent pas beaucoup. Eh bien, j'ai dit, sors-moi les 17 blocs que tu as trouvés, les 17 premiers blocs. Eh bien, les voilà. Il y a un bloc qui est tout seul ici, avec, au bout de chaque point, il y a en fait un spectre. Et ce sont les 5468. Là, vous avez des extrémités. Il y en a 5. Pourquoi elles sont colorées? C'est pour les différencier, simplement. Mais vous voyez quand même qu'il y a une certaine cohérence. D'accord, vous me direz, mais le petit trait là, marron ou orange qui vient par là, il vient se mélanger avec le bleu. Ah, d'accord, il se mélange avec le bleu comme ça. Mais si je regarde par-dessus, peut-être que le bleu est là et l'autre est là. N'oubliez pas qu'on est dans de l'espace. Là, c'est deux dimensions simplement à plat. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose qui est devant et quelque chose qui est derrière. Et c'est vraiment ça. Allons plus loin. Ah là, on a quelque chose de ventru. Bon, on va nettoyer. On enlève les petits blancs au milieu. Qu'est-ce qui reste? Oh, on a enlevé beaucoup plus. Eh bien, on a gardé les 4 raies de Balmer et le doublé du sodium, le voilà. Et effectivement, là, on est dans la dimension 2, ce qui était vertical tout à l'heure. Maintenant, je l'ai mis là, horizontalement. Et 3, c'est la dimension qui vient derrière, celle-là. C'est phénoménal, parce qu'en fait, ça, qu'est-ce que ça représente? Très précisément, vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez chaque raie, ce qu'on appelle une raie, vous la coupez à gauche et à droite. Vous la mettez devant vous. Vous prenez la suivante, vous la coupez, vous la mettez. Vous les entassez les unes derrière les autres devant vous, et ça vous fait ça.
Hein, vous avez donc pris dans les raies qui se suivent, vous les avez tournées, vous avez regardé dans le sens de l'épaisseur. Vous avez, c'est le FWHM de H alpha, c'est la mesure des extrémums de là à là en lambda, parce que là c'est des valeurs de lambda, vous ne les voyez pas, mais là c'est 65, 63, 65, moins la plus grande qui est celle-là, c'est le FWHM de H alpha. Idem pour H bêta, doublé du sodium, H gamma, H delta. Ces petits machins, on y reviendra si on a le temps, c'est en fait quand la raie remonte vers le continuum, parfois, hop, il y a une autre raie qui reprend le relais. Eh bien, ça fait cet effet-là. Hein? Elle remonte vers le continuum, mais en fait, elle va repartir pour faire une autre raie et revenir à nouveau vers le continuum. Donc, en remontant, elle fait ça et elle continue. Vous voyez que c'est la même chose, mais vu différemment. Et ce gros paquet, ben, ça c'est les longueurs d'onde, ça ce sont les spectres mêmes. Les 5468 sont là. Alors allons plus loin. C'est ça, c'est un peu foutoir. Parce que c'est les noms complets. Alors ça c'est la classification vue dans ce plan-là, 2, 3. On n'est plus dans 1, 2 de tout à l'heure. On est dans ce plan, c'est-à-dire qu'on regarde dans le tunnel des raies. On voit ça. Ah, là j'ai fait du classe. Vitesse radiale. Tout le monde se préoccupe de vitesse radiale. Oubliez VE parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Chacun des 401 n'a plus son nom de l'étoile. Et je me rends compte de choses phénoménales. C'est que toutes les faibles vitesses radiales, ici, toute cette région-là, il faudrait que vous vous rapprochiez. Vous voyez 0, moins 1, 0, 1, etc., 2, moins 2, 7, 8, moins 16, moins 15, moins 26, moins 24, moins 24, moins 28, moins 28. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Les vitesses radiales se sont triées toutes seules. C'est-à-dire, plus loin, est-ce qu'on est dans la physique, dans l'astrophysique ou dans quoi ou dans rien? Ce qui est sûr, c'est qu'on est encore dans les données de spectre d'étoiles. On n'a pas changé de domaine, on y est encore. Là, simplement, j'ai dit, je prends toutes ces vitesses radiales. Et il y a 25 étoiles qui ont des vitesses entre 45 et 50. Je les mets ensemble pour faire leur centre de gravité. Et c'est ce centre de gravité que je vais représenter là. En l'occurrence, le centre de gravité de chaque bloc de vitesse radiale, ici il y en a eu 92 à 9 km/s. 14, 8 à 53, à 10 km/s, 14, à 11 km/s, 91, à 12 km. C'est le hasard, hein. Elles sont là-dedans. Hein. Voilà. Et puis là, vous voyez, vous passez de moins 2, moins 1, moins 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 27, 33. Le jaune, c'est 40. Ceux qui ont fait un peu d'électronique, c'est le code. Oui, chef. Le temps était parti 5 minutes. Bon, alors on va aller vite. Je peux à partir de là, dans ce plan, comme tout à l'heure, mais je les avais effacés tout à l'heure, reprendre un spectre. Je dis, trace-moi la série de ce spectre, des vitesses radiales. Eh bien, c'est je ne sais pas laquelle, c'est voilà. Ça, c'est une étoile. Toutes les mesures que M. Mayor a fait sur cette étoile, les voilà. 4 km/s, moins 5, et ainsi de suite. Et là, pourquoi celui-là? Là, vous voyez qu'on aurait pu dire, le petit trait qui continue là, il aurait dû continuer là-haut. Oui, mais en fait, les données font qu'il est là. À l'astrophysicien, au physicien, ou à moi, à me poser la question. Déjà, moi, je dis, c'est pas normal que ça se soit là. Il faudrait savoir pourquoi c'est là. Donc, je fais de la physique. Je ne suis pas sorti de la physique. Parce que je constate, avec des outils que j'utilise, qu'il y a des choses qui sont bizarres. Hein? Admettez avec moi. D'accord, ça, on peut dire que ce sont des fluctuations. Mais là, la fluctuation, elle est quand même sacrément grosse. On avance. Là, c'est qui, là? De M. Mayor. Voilà avec mes méthodes, ce que je lis de 51 Pégase, le voilà. Vous voyez qu'en fait, et très rapidement, la variation, la vitesse ne change pas vraiment fondamentalement. Vous voyez, là, je suis à 8 km/s, là encore à 8, là encore à 8, là à 7, là à 7 probablement. Je redescends ici à 6, et puis je repars là à 9, 9, 11, 12, etc.
On est à peu près toujours... Mais vous voyez que ça gigote dans tous les sens. Pour moi, c'est un signe d'instabilité. Mayer l'interprète comme quelque chose qui bouge cette étoile. Qu'est-ce qui bouge cette étoile? Un Jupiter chaud. Je dis, salam alek, monsieur Mayer, c'est lui le chef, il doit avoir raison. Mais moi, je le lis. Une autre étoile, de Mayer toujours, ça gigote à peu près pareil. Je ne sais pas si Mayer l'a classé parmi les Jupiter chauds, mais enfin, avec une troisième, là j'en ai trois, hein, voilà 51 PEG en violet, en bleu, une étoile qui ressemble quand même, admettez avec moi que ça gigote un peu partout, et puis celle qui est en vert, qui fait tout ça. Ici, il y a un petit hic, là, il y a un petit chouchouk, là, un petit gnac, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus lisse, puis ça s'étend d'un côté et de l'autre. Bon, ça, on pourrait rentrer dans des détails. Passons sur les détails. Ça, ce sont tous les autres spectres, oui, tous les autres spectres, mais qui ne sont pas reliés par des points. Ils sont là, ils sont tous là. C'est toute la famille de Mayer, 5468, ils sont tous là. Donc vous voyez qu'on pénètre le nombre avec les yeux. On n'a plus besoin de se référer à des petites choses. On rentre directement assez loin avec juste une vision. Passons à la préférée de notre ami Gillet, ici présent. Alors, ça c'est un remerciement, je lui fais l'encensoir quand même, parce qu'il aurait pu me jeter, mais enfin il ne m'a pas jeté. Ah, c'est une catastrophe ambulante RR-Guiré. Hein, il a dit qu'on pourrait devenir fou. Ouais, mais enfin, ici à devenir fou avec une étoile, c'est une femme peut-être, mais une étoile quand même, soyons raisonnables. Pardon, Valérie, tu es la seule représentante de la gente féminine. Mais enfin, tu es là, c'est important. Tu nous vaux tous. Bon, vous voyez, nous sortons vraiment de la régularité de l'ensemble des spectres précédents et nous allons voir, là vous avez vu, chez Mayer c'était bien léché, tout ça, ça se promenait bien, on voit de temps en temps les hicks, ah tiens c'est la vitesse radiale, c'est peut-être une exoplanète, etc. Enfin, il y a une exoplanète associée à l'étoile. Eh bien voilà, ça c'est les spectres de RR-Lyrae, des 1498 spectres de RR-Lyrae, ça c'est le barycentre de toutes les données des lambda. Voilà ce que ça donne. Toujours dimension la plus importante et celle qui la suit derrière. Ici, nous avons, là-bas c'était des pixels, là c'est des étoiles. Hein. Bon, c'est pour que ça ressorte un peu. Et puis là, bien entendu, c'est les noms. Mais vous voyez que ça ressemble quand même, enfin, c'est plus, là c'est tordu, c'est la même chose, ce sont les longueurs d'onde, c'est plus pareil du tout. Et si on flanque les étoiles dessus, vous voyez que ça bave un peu, quoi. Hein. C'est plus aussi net, il n'y a pas de problème. On ne peut pas en douter. Ah, on a mis un peu de couleur pour enjoliver quand même, il faut. Alors, là, puis alors là, il y a ça qui est important. Il y a un monsieur Gillet qui me dit, mon petit garçon, là, moi, tu sais, moi, je suis un grand chef, j'ai un chronomètre, j'ai un bon œil, je regarde et je mesure la vitesse, la lumière baisse, la lumière baisse, la lumière... Il n'y a plus de lumière, et puis la lumière remonte. Et il me dit, voilà, j'ai mesuré au millième le cycle de luminosité de, enfin à peu de choses près, hein, on ne va pas chipoter, hein, en millième de la pulsation phi. Moi, bien entendu, en vieil électronicien, je code. Hein, au départ, à la place du noir pour 0, j'ai mis un brun foncé, le marron comme d'habitude 1, le rouge 2, l'orange 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Enfin, j'ai interprété la fin. Hein. À partir du violet, hein, ça c'est... pinky, disons, ou purple, enfin je ne sais plus, et ça c'est blanc, la fin. Alors on avance, encore, bon tout ça, c'est gentil, mais ça va pas loin, on avance, toujours la même chose, oui, on a représenté, là on a effacé un peu les noms, mais vous voyez, là vous avez effectivement les phases, psi 788, phi 1 millième, c'est-à-dire qu'on est vraiment à 0, quoi. Alors vous voyez que les bruns sont tous par là, les 1 sont par là. Ici, vous avez 116, 82, c'est différent. Là, vous êtes dans les oranges, donc vous êtes dans les 30%. Là, il y a des bleus, il y a des jaunes, ça se mélange. Tout ça, c'est pas très net sur cette dimension, qui devrait pourtant être la plus importante. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui gigote. Alors, on est sorti des cafards, et c'est pire maintenant, on débarque avec les araignées. Youpi. Alors, on s'accroche au plafond. Hein. Là, vous avez de H delta à H alpha. Vous voyez qu'il y a quand même
Vous ne voyez pas le squelette de l'arbre, ce sont ces traits qui tiennent un peu tout ça, hein, c'est qui les articulent. Mais vous avez tout ce groupe-là. Mais dans ce groupe, vous avez des phases qui sont dans les 400, donc 0,4 si vous voulez, des phases qui sont dans les 0,6, qui sont le bleu, dans le violet, disons, non, dans le après violet, le pourpre, là, 0,8, hein, une. Vous voyez que tous les blancs sont là, par exemple. Mais non, pas tous, il y en a là. Hein, il y en a ici aussi des blancs. Les blancs, c'est du côté de entre 0,9 et 0,0 ou 1, hein, la fin du cycle. On avance, la même chose. Bon. Ah oui, donc c'était ça, là, c'était pour dire que ce qu'il y a du côté droit du graphique est associé à H alpha, ce qu'il y a du côté gauche à H gamma, H delta, et ce qu'il y a en haut à H bêta. Donc je peux dire que, et si je vous promets, vous prenez ces spectres-là nominalement, vous allez les voir, vous regardez le H bêta de ça, vous allez voir que le H bêta est chargé par rapport relativement à H du bleu, H gamma, H delta, ou à H alpha. Que H alpha soit dédoublé ou pas. La question ne se pose pas là. On parle de choses qui s'étendent sur tout le spectre. Ah, psi, problème. Le cycle de Blaskov de 40 jours ou 39 jours. Si je veux l'étudier, je cherche à peu près la répartition au début du nombre d'objets qu'il y a dans chaque phase de psi. Dans la première phase de 0 à 1, j'en ai 196, 221, 100, puis là ça chute, 26, 72, ça remonte à 225, puis 0,23, 69, puis 0. Dans la dernière classe de psi, qui va donc la fin du cycle de Blaskov, il n'y a plus aucune mesure, ce n'est pas ma faute. Hein. Mais je constate, je suis obligé de renvoyer l'ascenseur aux scientifiques de son domaine qui me posent la question, qu'est-ce qu'il y a dans mes données? Je lui dis, voilà ce que je vois dans tes données. Bon, passons. Là, j'ai remplacé par les vitesses radiales, mais on n'est pas encore dans la viande. Alors voilà, ça, là, on se rapproche. Nous sommes dans la dimension 3-4. On n'est plus dans la dimension 1-2 de tout à l'heure. Ici, c'est la dimension 3. Là, c'est la dimension 4. Et je vois que si je porte, ma foi, le centre de gravité de classe de phase, phi, eh bien, ça, c'est, voilà, phi 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. C'est-à-dire 90%, 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% du cycle phi de pulsation de l'étoile, c'est-à-dire de sa respiration quotidienne en 13,6 heures. Ça fait ça. Et en plus, ça fait ce petit machin-là. Pourquoi? Je vous renvoie au patron. Oui? Comment? Oui, bien sûr. En valeur, c'est dur, tu veux dire? Plus fort, je t'entends pas, Thierry. Mais donc la quantité d'informations qu'il y a dedans. Ah, tu veux dire par rapport aux longueurs d'onde? Non, le vecteur propre 3 et 4, le vecteur propre 3, oui. Quel est-il là? Est-ce que tu as reconnu quelque chose dedans? Mais je vois. Ah si, je vais te montrer. Enfin, justement, c'est ça que je reconnais. Voilà le vecteur propre 3, le voilà. Le vecteur propre 4, le voilà. Ce que je vois dans le vecteur 3, c'est qu'il me sépare d'un côté le début et la fin du cycle de pulsation, c'est-à-dire 9 et 0. Et de l'autre côté, je suis dans le milieu, je suis dans les 50% du cycle de phi, de pulsation. Hein? Hein, c'est marqué là. On va le voir en plus grand tout à l'heure. Voilà, là, c'est un peu plus grand. Hein? Je le compte. 3. Qu'est-ce qu'il me met d'un côté? Toutes les 90%, je suis à 90% du cycle de pulsation. Ici, c'est tout ce plan. Ce n'est pas simplement en haut ou en bas, c'est toute cette partie. J'ai 90%, et ici, de 0 à 10%. 0 à 9%. 10% est là, vous voyez qu'en fait, 10%, je me rapproche pratiquement du milieu. Alors, j'ai noté quelque part ici, ou avant, il y a un critère important, voilà. Hein, ici, un rapport cyclique, ça doit te dire quelque chose, Thierry.
hein, le rapport cyclique est d'un tiers pratiquement d'un côté et de 2 tiers de l'autre. Donc tu as un signal dont le palier, tu es dans un palier pendant 1 tiers du temps, et les 2 tiers du temps, tu es dans un autre palier. Donc ils n'ont pas la même surface, entre guillemets. Mais on reparlera, si tu veux, de l'affaire des valeurs propres et des vecteurs propres. Ici, donc voilà, c'est en plus grand. Mais alors, ce qu'on remarque, effectivement, ça, il faut trouver une explication, d'autant que, en fait, là, ça, c'est de 60 à 69,9% est là. Mais en fait, il y a tous ces 60 à 61 est là, 62 est là, 63, 64. Et le reste, 65 est là. Ce point, c'est le centre de gravité de tous les bleus, celui-là. Hein, et chacun qui est entouré est le centre de gravité de tout ce qui est de sa même couleur. On avance. Je suis désolé, je suis obligé d'avancer parce que sinon, je vais me faire jeter si je ne me suis pas fait déjà. Ah, j'ai entendu le siège bouger. Bon, time out. Bon, on continue demain? Ou vous dormez déjà? Alors ça, c'est la même chose, mais avec les vitesses radiales. Au lieu de représenter les phases phi et le cycle des phases, je sais que ce machin-là, RR Liré, il varie, sa vitesse varie. Elle va d'une certaine valeur à une certaine. Eh bien, elle va de à peu près 20, voilà, hein, 20 km/s, 30 km/s, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 km/s. Mais alors que le temps chronométrique de mesure du cycle phi de pulsation, lui, tourne comme ça, les vitesses tournent comme ça. Donc en fait, où est la réalité du monde? C'est que, effectivement, tout ça démarre à une certaine vitesse, mais on va immédiatement ou très vite de 30 km/s à 100 km/s. Et on revient tout doucement de 100 km/s pour revenir vers 60, 50, 40, 30, et ça repart, et on tourne, et youpi. C'est comme des vagues qui s'écrasent sur la grève. C'est pas une belle image. Pour moi, elle est beaucoup plus proche de la vision que j'ai avec ça que de l'impulsation qui est intérieure, si vous voulez, concentrique à l'étoile. Elle vibre comme ça, et c'est sa réalité. L'étoile, elle fait ça. Hein, ce ne sont pas des vagues. Mais ici, pour moi, la lecture est beaucoup plus proche d'une vision de vagues qui s'écrasent, parce qu'il y a des phénomènes de rétrovitesse. Hein, comme une vague qui s'écrase, il y a toute la partie avant qui va à grande vitesse, mais il y a une partie en retour qui passe dessous, hein, qu'on appelle le ressac. Alors ça, ce sont plusieurs soirées, voilà, de toujours. On voit un phénomène de deux choses parallèles. Ça, c'est, alors voilà aussi, hein, c'est en centième, le cycle phi de pulsation. On va plus loin, les points avec, c'est pas de vos intérêts. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Passons. Là, en grand. Hein. Alors, dont on ne parle pas Denis Gillet, ce dont ne parle pas grand monde d'ailleurs, c'est pourquoi ici j'ai une phase de stagnation à 22% du cycle de R Liré, hein, parce que là j'étais à 90%, là j'ai gardé la solution de continuité, puis là on démarre à 0, à 1, puis brutalement on saute, enfin 0,99, on saute à 1, puis on traîne, 2, et puis là on ne bouge plus, de 20 à 25 on est là. Et puis on saute brusquement, 26 est là. Et puis alors 27, 28, 29 se baladent par là, et puis on va à 30, puis 31, 32, 33, et puis de 33 on recule à 39, et de 40 on repasse à 44 ici, 44% du cycle de Blaske, c'est pas rien. C'est des choses, moi je trouve amusant et intéressant, que dans les articles, je vois à 963 du cycle de machin. Moi j'ai 1098 spectres qui me donnent ça. Qu'on m'explique maintenant ce que c'est ça. D'accord ? Et pourquoi ça est là? Pourquoi ce rebours ici avant de grimper pour rechuter là-bas, violemment, à 100 km/s, c'est pas rien, 100 km/s, c'est pas donné. Il faut qu'il y ait quand même de l'énergie derrière. Ça, c'est un peu le détail de tout ça. Je vous l'ai donné verbalement là, passons. Voilà, ben en gros, vous voyez, on peut parler pendant des heures comme ça. Le tout, c'est que vous ayez au moins senti l'odeur de la question. Hein,
Et que vous voyez que ça donne des moyens autres que de regarder un spectre. Et en particulier, ça a directement à faire à la métrologie, parce qu'il y a un gros problème qui s'est placé sous mes yeux, et que j'aurais voulu... Alors ça, vous voyez, c'est une seule soirée. Non, c'est 3 soirées. Ça commence comme ça, la première soirée, jusque là. Le lendemain, deuxième nuit de mesure, ça traîne par là, ça gigote un peu, puis ça remonte là. Et puis de là, après, qu'est-ce qui se passe? Ça doit probablement circuler là, là. Et puis la troisième soirée, ça recommence là, et puis ça continue par là, et ça revient là. On pourrait faire de la cinématographie. Si on avait un continuum, on pourrait mesurer le continuum. Et là, ce n'est que moi qui ai mesuré les vitesses radiales. Je n'ai jamais dit que je les mesurais proprement. Mais à moi, enfin, à vous à me le prouver quelque part. Bon, Oui, on on s'arrête. là, Allez, hein, youpi. alors, je ne sais pas si vous avez senti, mais visiblement, Ah, ça c'est bien, c'est beau il ça. a mis le doigt sur certaines choses Ça c'est beau. mais il est incapable de dire exactement... Mais ça ne m'intéresse pas de le dire. Je te laisse ton travail, je ne veux pas te bouffer ton travail. À toi à me rapporter maintenant ce que tu sais. Bon, mis le spectre, mais bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment complètement cerné, et il y a un potentiel. Donc c'est un révélateur, ce homme-là. Oui. Il montre qu'il ne veut pas aller plus loin, parce qu'il est déjà fatigué, il est déjà assis après 1 heure. Mais plus que ça, Il ne veut pas aller plus loin. si je peux, et dès maintenant je peux, mais je ne veux pas. Et puis, allez les comprendre. Parce que c'est à vous maintenant à faire un pas vers moi. Eh oui. En tout cas, merci bien.